Who have we got online? Do we have Alors, qui est en ligne? Est-ce que Deb Money est en ligne? Qui est la personne en ligne? Ah, voilà Deb. Très bien. Mélanie, super. Et qui d'autre? Ray. Venez Ray et Mélanie. Alors Deb, je vais présenter tout le monde, mais je me suis dit, nous avons travaillé ensemble pour la première fois au début des années 90 avec l'étude sur le VIH et les femmes canadiennes. Nous travaillons donc depuis très longtemps. Elle est professeure et chef du département d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de la Colombie-Britannique. C'est la première femme ou personne officiellement formée en obstétrique et gynécologie et en maladies infectieuses au Canada. Et elle a créé la première bourse en maladies infectieuses pour obstétriciens et gynécologues canadiens. 7 stagiaires ont terminé le programme jusqu'à maintenant. Ça, c'est du renforcement de capacité, n'est-ce pas, Deb? Pendant la pandémie de la COVID-19, elle a dirigé le CAN COVID PREG, un programme national canadien de surveillance de la COVID-19 pendant la grossesse, et un programme de surveillance utilisant des sérum résiduels de soins prénataux. Deb parlera tout à l'heure. Caroline Quatch, bonjour Caroline. Elle est médecin en maladies infectieuses, pédiatriques et microbiologiste médical au CHU Sainte-Justine. Et elle est professeure au département de microbiologie, maladies infectieuses et immunologie et pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 en prévention des infections de l'hôpital à la communauté. Elle est directrice du réseau Popcorn. Si cela pique votre curiosité, vous allez apprendre des choses. Il s'agit d'un réseau qui réunit des chercheurs, cliniciens et patients pulmonaires dans le but de former une plateforme de recherche pédiatrique pan-canadienne et répondre à des questions importantes en matière de santé infantile. Elle a dirigé diverses études de cohorte sur le risque de réinfection chez les travailleurs de la santé et les enquêtes sérologiques chez les travailleurs de la santé et des enfants à partir d'échantillons résiduels. Elle est également présidente du comité d'immunisation du Québec à l'INSQ depuis 2021. Bienvenue, Caroline. Nous avons aussi Mélanie Déodé, directrice des opérations de la recherche des affaires médicales et de l'innovation à Emma Québec. Elle dirige une équipe de plus de 40 scientifiques travaillant dans divers domaines, dont la médecine transfusionnelle, les cellules souches, le lait maternel et les tissus humains destinés à la transplantation. Elle a joué un rôle de premier plan dans le développement scientifique du programme canadien de recherche sur le don et la transplantation et elle a occupé le poste de directeur exécutif de ce groupe de 2022, immunologue de formation. Elle est professeure au département de microbiologie, immunologie et maladies infectieuses à l'Université de Montréal. Elle est chercheuse au sein de l'axe immunopathologie du Centre de recherche de l'Université de Montréal. Elle travaille à mettre en évidence l'interaction, et là on rentre dans le vif du sujet, entre les zoonoses et l'immunosuppression. Et elle étudie les réponses auto-immunes dérivées des lésions vasculaires importantes de l'origine des greffes, la maladie du greffon contre l'OUT et le lupus éryothémateux décimé. Ray, on s'est rencontrés il y a plusieurs décennies aussi. C'est un médecin spécialiste en maladies infectieuses et à l'Université d'Ottawa et professeur agrégé de médecine. Il est président du comité d'éthique de la recherche du réseau des sciences de la santé d'Ottawa. Il a déjà été président fondateur de l'Association canadienne des comités d'éthique et de recherche. Il a dirigé le développement initial du comité d'éthique et de la recherche sur le cancer, a été directeur des essais cliniques Ontario et a siégé au comité permanent d'éthique des instituts de recherche en santé au Canada. Il participe activement à des études sur l'éthique, de la recherche en particulier dans les domaines du consentement et de l'impact des conceptions novatrices d'essais cliniques. Il est actuellement co-directeur de la bioéthique
pour le réseau d'intervention rapide sur les variantes du coronavirus. Bon, chaque personne a droit à une présentation de 8 à 10 minutes. Je ne sais pas dans quel ordre les diapos sont chargés, donc qui va commencer, mais on pourrait peut-être commencer par Deb si ces diapos sont prêtes. Est-ce que je peux partager mon écran ou comment est-ce qu'on fait ça? Oui, vous pouvez partager votre écran si on fait de vous une co-hôte de la réunion. Vous devriez pouvoir le faire maintenant. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, il suffit de le mettre en mode de présentation et vous serez prête. Ça va? Oui, c'est parfait. Bien, alors merci beaucoup et merci Kate pour cette présentation. C'est un plaisir d'être là en virtuel, même si j'aurais voulu être là en personne. Je me sens un peu qualifié pour parler de TIC parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je me ferai un plaisir de partager mon apprentissage expérientiel pendant la pandémie de la COVID. Bon, vous en avez déjà parlé, et Laurie y a fait allusion. Ce que nous avons fait et ce qui nous a informés et les études qui ont été menées. Bon, finalement, nous avions essayé de faire un projet de surveillance rétrospective canadienne pour évaluer la surprévalence de COVID-19 chez les adultes enceintes. La plupart, sinon toutes les femmes enceintes donnent des échantillons de sang au niveau du dépistage prénatal. Comme ces échantillons existaient dans beaucoup de provinces, on voulait s'en servir comme un moyen efficace d'éclairer les réponses en santé publique. Bon, pour cadrer tout cela, beaucoup d'entre vous le savez déjà, mais le nombre de soins à travers le Canada, dans toutes les provinces et le territoire, prévoit qu'on fasse un échantillon sanguin assez tôt pour déterminer la présence ou l'absence d'un certain nombre de maladies. Un autre échantillon est offert pour chercher des séromarqueurs de l'aneuploïdie, qui sont plus un choix et une plus faible proportion de femmes y participent. Est-ce que mes diapos sont toujours visibles? Oui? Bon, très bien. Bon, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a un peu de différence à travers le pays au niveau de la centralisation des données. Dans beaucoup de cas, c'est des laboratoires de santé publique des provinces. On les garde pendant une année et au-delà, ce qui en fait un excellent atout. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et comme Laurie Beach l'a mentionné, nous avons eu l'occasion d'avoir pas mal de données administratives associées à ces données. Mais d'un point de vue pragmatique, nous étions plutôt limités à l'âge et aux 3 premiers caractères du code postal, ce qui permet d'obtenir pas mal d'informations liées. Mais finalement, on a pu prendre les échantillons, les identifier et les présenter de façon agrégée. On peut en parler, évidemment, si vous voulez, mais il y a beaucoup d'autres données administratives que Laurie a mentionnées qui existent, mais que nous n'avons pas cherché à exploiter. Bon, alors, je vais regrouper mes observations en 4 types. C'est ma façon de faire mes observations. Bon, la première situation, c'était que les échantillons sérologiques étaient stockés dans un lieu, une région donnée, considérés comme échantillons résiduels, et étaient considérés qu'on pouvait s'en servir pour des études de séroprévalence anonymes pour établir des couplages précoces et après. Bon, et on pouvait obtenir un consentement, et les comités d'éthique étaient d'avis que on pouvait passer outre au consentement selon la nature de l'étude en question.
et que les données couplées à des fins d'analyse agrégée étaient acceptables jusqu'à un certain point. Bon, l'approbation éthique obtenue par des comités d'éthique et les autorités sanitaires et autres instances pouvaient donner des ententes pour le partage des données. Il fallait avoir aussi des accords pour l'échange de données entre certains gouvernements. C'était la situation qu'on préférait. Bon, d'autres situations. Les échantillons sérologiques sont envoyés dans une autre province ou territoire à des fins d'analyse et ensuite conservés dans un laboratoire provincial. Mais le lieu d'origine des échantillons n'avait pas de mécanisme d'approbation. Pour permettre ce type de surveillance, il n'y avait pas de comité d'éthique ni d'approbation. Donc, ça s'est arrêté là. Avec beaucoup de temps et de négociations, on aurait peut-être pu y arriver, mais pendant la pandémie, avec les pressions, ce n'était pas faisable. Bon, un autre type de situation. Des échantillons sérologiques anténataux collectés dans de nombreux laboratoires répartis. Vous deviez avoir des échantillons dans des laboratoires provinciaux, des laboratoires locaux faisaient les études. Les échantillons étaient détruits et n'étaient pas disponibles au niveau central pour qu'on puisse y avoir accès. C'était peut-être fonctionnel pour la région, mais moins utile à nos fins à nous. Mais des échantillons secondaires à des fins de dépistage d'aneuploïdie. Et comme le dépistage se fait de façon centralisée dans un ou deux laboratoires, ces laboratoires les conservent et ces échantillons sont disponibles pour l'analyse des échantillons résiduels. Mais dans certains cas, la province n'autorise pas l'autorisation du sang résiduel pour les dépistages écologiques avec une dispense de consentement, de sorte que des patients devaient être contactés individuellement et donner leur consentement individuel, ce qui représente un fardeau considérable. Bon, et le quatrième, on pourrait dire que le troisième et le quatrième type sont assez semblables. Encore une fois, les sérodépistages se faisaient dans des centres décentralisés, mais même si techniquement et éthiquement on pouvait obtenir une dispense de consentement, il était difficile de s'entendre ou d'obtenir les ententes pour savoir qui avait l'autorité sur les échantillons, qui pouvait les transférer. Et tout s'est enlisé dans la bureaucratie. Donc, c'était moins une question d'éthique, mais plus un problème de contrat et d'autorisation. C'est un thème dans nos provinces et nos territoires. Il y a souvent, on ne sait pas qui a le pouvoir de permettre le transfert de données ou d'échantillons, le partage d'informations. Ce qui fait que obtenir des ententes ou des accords est une chose très compliquée. Bon, on doit penser au fait que, bon, si on devait, et je pense que Tim le soulevait dans sa question, est-ce que nous devrions être en train de recadrer nos communications auprès du public pour les échantillons de routine ou médicalement nécessaires, où les gens sont invités à dire est-ce que vous permettriez que votre sang soit utilisé à des fins secondaires de façon anonymisée et qu'on l'associer à tous les échantillons ou peut-être à tous les échantillons de routine non médicalement urgents. Mais bon, ce serait une approche quasi scandinave. Et bon, c'est une autre façon pour le public de comprendre l'utilisation de son sang résiduel.
on l'utilise ce sang résiduel en clinique et aucune patiente m'a dit « Ah, vous avez du sang résiduel et vous l'utilisez ?» Non, elles sont ravies de savoir que ça existe et qu'on puisse s'en servir. Je pense que la question est de savoir est-ce qu'on devrait socialiser à travers les provinces et territoires l'idée qu'une dispense de consentement devrait être considérée comme nécessaire et approprié pour un travail de surveillance approprié. Parce que, bon, la surveillance ou la sérosurveillance suppose que ça s'applique à tout le monde, des gens qui parlent anglais ou français, qui peuvent savoir ce que c'est que donner son consentement. Et quand on parle de réponse rapide et d'urgence de santé publique, ce serait encore plus indiqué qu'on puisse faire ce genre de choses. Et, excusez-moi, est-ce que vous concluez parce que nous devons passer aux autres présentateurs? Oui, 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 absolument. Bon, je dirais simplement que ce sont des questions qui doivent nous amener à réfléchir si on veut utiliser ces données en temps opportun à l'avenir. Et je pense que la surveillance par Emenet pourrait être un moyen très efficace si on peut résoudre certains de ces problèmes. Je m'arrête là. Merci Deb. Ça m'épate d'entendre ça parce qu'en 1998, on voulait commencer à faire de la séroprévalence anonymisée en utilisant des papiers filtres restants. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Mais il a fallu convoquer une réunion d'éthiciens à travers le pays pour examiner les conditions dans lesquelles nous pourrions faire le faire. Une des conditions, c'est que des femmes devraient avoir accès à des tests de dépistage VIH gratuits. Bon, dans ce cas-ci, on ne pouvait pas le faire si la personne n'avait pas accès à ce test. Et il fallait présenter ça à la population. Il fallait émettre des communiqués pour dire voici ce qu'on fait. On a mis des affiches dans les cliniques en disant que vous pourriez ne pas y participer si vous le vouliez. Personne n'y a renoncé. Si vous cherchez votre propre résultat, vous pouvez l'obtenir. Vous saviez que les tests étaient sans lien avec vous. Mais bon, je m'excuse si je deviens un peu émotif, mais j'écoute Deb et je me dis, mais quoi? Alors, Caroline, parlez-nous de Popcorn et de ce que vous avez réussi à faire. Oui, absolument. J'aurais voulu être avec vous, mais j'ai dû être ailleurs. Est-ce que vous voyez mes diapos? Très bien. Bon, je devrais peut-être commencer par expliquer ce que c'est que Popcorn. Nous avons été financés pendant la pandémie en 2022 grâce à une subvention de lycée SR. Mais commencer par le COVID. Popcorn est un réseau de réseaux qui comprend le réseau Recherche pédiatrique Canada, CCTTG, un groupe d'essais en soins critiques et plusieurs réseaux, CERN, PIC, Impact et la Société canadienne de pédiatrie. Nous avons plusieurs piliers. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans Popcorn. Il y a le DI qui le soutient, mais aussi le partenariat avec les patients. L'engagement des patients se fait à chaque étape. Et il y a aussi l'implication des utilisateurs de connaissances. Bon, parce que les questions sont soulevées et lorsque nous obtenons des réponses dans nos études, on les communique. Bon, on a CCMOH, l'Agence de la santé publique du Canada, et ainsi de suite. Parmi les projets, il y a une cohorte COVID où nous recrutons dans les salles d'urgence. Nous enrôlons les patients qui sont testés pour le COVID, à des personnes exposées, positives pour le COVID ou négatives pour le COVID.
Et nous faisons un suivi sur 9 mois, divers questionnaires, et nous nous mettons en biobanque des échantillons. Nous avons un groupe de conséquences indirectes pour étudier l'impact de la COVID et des diverses mesures mises en place en santé publique pour les jeunes et les ados. Et c'est bien que nous avons des données pour tout le pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons des données KI pour tout le Canada et nous avons travaillé avec l'INES pour avoir des données du Québec. Nous avons la même méthodologie utilisée à travers le pays et nous pouvons publier des données pour tout le pays. Et notre dernier projet qui est Kernels, vous savez, Kernels et Popcorn, ça a été financé en partenariat avec l'Agence de la santé publique du Canada et on a utilisé des résiduels pour suivre la séroprévalence de la COVID dans le temps. Nous avons 16 hôpitaux pédiatriques au Canada pour recruter. Nous avons un centre de coordination avec des contrats maîtres. Nous avons un centre de coordination des données, un programme de communication et d'engagement, pas des médias sociaux, et un programme de mentorat. La traduction française a été automatique et malheureusement, on ne peut y rien faire. Bon, pour Kernels, tout le monde y participe. Ce que Kernels a fait, c'est que ça a utilisé des échantillons de sang laissés par des patients qui se sont présentés pour une raison ou une autre aux urgences. Et nous les envoyons à des laboratoires à Ottawa et à Toronto à des fins de sérologie. Et je dois dire qu'il y a 2 hôpitaux qui n'ont pas participé. Winnipeg, pour des raisons de faisabilité et de consentement, ils n'ont pas pu obtenir leur dispense de consentement. Et le Sherbrooke, pour des raisons de faisabilité, ils n'avaient pas le personnel pour aller dans les laboratoires chercher les échantillons. Alors, nous avons pas recruté, mais on a utilisé tous les enfants qui ont reçu par la norme des soins des analyses sanguines en urgence. 6 régions, Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec et l'Atlantique. Chaque région va recueillir 16 000 échantillons sur une année pour un total de 36 000. Et vous voyez à quel laboratoire on a envoyé les échantillons. Au niveau du consentement éthique, le Québec a pu avoir un mandat de surveillance en santé publique. Quand j'ai discuté avec notre représentant, on a obtenu le consentement du médecin en chef du Québec. Et on a eu une étude ajoutée qui portait sur d'autres maladies. Mais pour cela, il fallait obtenir le consentement. Donc, on recrutait des patients dans les urgences pour demander leur consentement pour détecter telle ou telle maladie. Bon, le consentement nécessite des ressources parce qu'il faut aller parler aux patients. Bon, au niveau de la viabilité à long terme, si vous voulez avoir de grands volumes, il faut une dispense de consentement. Dans les autres provinces, ça s'est fait au cas par cas. Des exemptions C et R ont été données à Janeway Children's, IWK, CHEO, Kingston, l'hôpital général de Kingston et BC Children's. Et puis, une approbation de CER a été requise pour Sick Kids, McMaster Children's Hospital at LHCSC, Jim Patson's, Alberta Children's et Stories. Je pense que le cas le plus compliqué est la mienne. À cause du Code civil, il est presque impossible d'obtenir cette dispense de consentement.
Alors, je discute avec mon président, ma présidente de comité d'éthique de la recherche. Elle a beau dire que c'est ridicule de penser qu'on jetterait ces tests parce que ce n'est pas un sang que nous gardons. Contrairement à Deborah, nous ne gardons rien. Au bout de 3 jours, si le clinician n'a pas rappelé pour dire est-ce que je peux ajouter un CRP sur un tube, on les jette. Au lieu de les mettre dans à la poubelle, on les garderait. Mais mon CRP ne le permet pas. Il fallait passer par un processus tel que suggère Deb. Donc, la personne dirait explicitement qu'il nous permettrait d'utiliser le sang. Il faut du temps pour y arriver. Il faut que les gens comprennent ce que nous voulons faire et comment nous allons utiliser le sang. Bon, la prochaine étape, comment utiliser les échantillons de sang restants, mais aussi les autres échantillons qui sont recueillis dans le cadre de la norme de soins. Si c'est utile à des fins de surveillance ou de découverte de pathogènes, si on disait que c'était utilisé à des fins de surveillance, on l'obtiendrait sans doute. Mais quand il y a un financement d'un réseau de recherche, le CER peut difficilement passer outre. Si on avait une situation d'urgence et qu'on demandait un mandat de surveillance en santé publique, ce serait peut-être possible, au cas par cas. Ça va dépendre de l'importance de la question posée et de savoir, c'est bon, il est possible, je sais que dans le cas de Deb, le Québec n'a pas pu participer au début, à la fin, je ne sais pas, mais Isabelle comment s'arracher les cheveux pour obtenir ce mandat de surveillance qu'elle n'a jamais obtenu. Bon, alors c'est tout. Je dois remercier Sarah Hira, notre directrice de projet, pour m'avoir aidé avec la présentation parce qu'il y avait des données dont je ne disposais pas. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Il faudrait clarifier que tous mes tests sur les nouveaux-nés faits en 1988 et 89 a été avant que le code civil soit modifié pour interdire tout ça. Mais votre observation à propos du financement et de sa perception est importante. Que ce soit pour surveillance ou des fins de recherche. On va garder ça pour vrai, mais Mélanie. Merci de m'avoir invité. Merci pour l'invitation. Je vais, vous le voyez, bien. Vous parler de notre je vais vous parler de notre expérience avec notre biobanque. Notre biobanque. Bon, d'accord. Vous le voyez, oui. Depuis le début de la pandémie de COVID et à Québec, je joue un rôle de soutien canadien de santé en faisant une étude de séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les donneurs de sang. Des études de séroprévalence. Ensuite, on a décidé de créer une biobanque pour faciliter l'étude en ce qui a trait à l'évolution de la COVID-19. Et Caroline a soulevé une question importante. C'est la différence entre les études de séroprévalence et la recherche. Les études de recherche. Et je pense que l'importance quand on regarde les questions éthiques et de consentement pour les différentes activités. À l'autre, c'est important. Alors, notre objectif, je vais aller vite. Bon, nous avons une cohorte de réguliers de plasma et au sein de notre cohorte, on peut voir que nos donneurs ne sont pas si vieux, ils ne sont pas seulement des hommes au Québec. Si vieux que ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on pourrait étudier le pourquoi de ce fait. Peut-être que quelqu'un a une hypothèse là-dessus.
Et on nous voulions systématiquement entreposer recueillir des échantillons de plasma de façon systématique pour établir une banque de données sur les donneurs dans cette biobanque et établir, donner un accès aux échantillons et aux données pour les chercheurs à l'externe et à l'interne pour étudier la COVID-19. Une gestion diligente de la biobanque avec toutes les questions éthiques et autres. Qui l'affaire. Le projet a été financé par le GTIC, aussi été financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Des fonds complémentaires ont été obtenus par plusieurs chercheurs pour des projets utilisant complémentaires aussi pour l'étude des échantillons classifiés. Nous avons réuni des échantillons de donneurs de plasma de plusieurs sites au Québec qu'on voit ici sur la carte. 10 sites. On avait des sites fixes, parce qu'évidemment, on recueille à l'extérieur, mais on s'est servi de ces 10 sites. Tous les donneurs de plasma ont participé et devaient consentir, évidemment. Aussi, ils ont dû passer un questionnaire médical et sur des questions sociodémographiques et sanitaires. Voici les variables que nous avons définir par le biais du questionnaire aussi. On a pu mettre nous avons également réussi à lier ces données à des données d'infection, PCR, la vaccination COVID-19. Des informations sur le statut COVID-19. On prenait un tube de 3 millilitres de plasma, directement tiré du sac, la poche de plasma à la fin du don. Les tubes ont été envoyés au labo à recherche et développement à Québec et ensuite mis en banque. Et on a géré les cas de refus. Voyez-vous, au lieu du don, il y a le consentement, et ensuite ils complétaient les questionnaires médicaux, et ensuite ils faisaient leur don de plasma, et on prenait les éprouvettes de 3 ml, on les apportait à Québec, au service de recherche et développement à Québec, ensuite ils étaient mis en banque, et pour ce qui est des données, on a des données tirées des donateurs eux-mêmes, des sites, et aussi nous avons une plateforme de gestion pour ce qui est de l'agilité et l'adaptabilité, on a recueilli 80 000 échantillons de 15 000 donneurs. Et on a beaucoup de donneurs réguliers, comme vous voyez. Et voici la cohorte en ce moment. Nous avons plus de 200 000 échantillons de plasma tirés de plus de 20 000 donateurs. 89%, c'était le taux de participation, de 89% et plus, c'est beaucoup. On avait le questionnaire informatisé, questionnaire médical qui a été ajouté au milieu de 2022 et on a cessé le recrutement de nouveaux donneurs en octobre 2022 et on vient de finir de recueillir les échantillons en juillet de l'an dernier. Maintenant, on a un cadre de gouvernance. Bon, ça, je n'en parlerai pas en détail, mais voici comment vous pouvez accéder aux échantillons. Quand les chercheurs veulent obtenir des échantillons de la cohorte de donneurs de plasma, il faut qu'ils soumettent ça au comité scientifique pour approbation pour la pertinence et la qualité scientifique. Et le consentement va être basé sur des études liées à la COVID-19. C'est pour ça qu'on doit établir la pertinence. Si le protocole est approuvé, c'est soumis au comité d'éthique en recherche de l'EMA Québec pour que ce soit acceptable sur le plan éthique. Et puis ensuite, on donne la permission d'y aller. Par exemple, on a fait une étude, une enquête sur la séroprévalence avec l'Institut national de la santé publique et le ministère de Santé et Services sociaux. On fait des études longitudinales pour comprendre l'évolution de la maladie aussi, surtout dans la phase Omicron. Et voici des études qui ont émergé, qui ont été faites à l'aide de ces échantillons et des données que nous avons recueillies, puis il y en aura d'autres. Cette stratégie est limitée. Seulement les échantillons de plasma étaient disponibles. On ne peut pas utiliser...
On peut pas utiliser ça pour étudier l'immunité basée sur les cellules ou les aspects génétiques. Et bon, ça ne représente pas pleinement la population du Québec. Il y a des échantillons qui nous échappent. Tous les critères d'exclusion pour les dons de plasma étaient aussi des critères d'exclusion pour la biobanque. Et la banque de données n'inclut pas d'informations sur la sévérité de la maladie, l'hospitalisation ou les soins intensifs. Ça n'inclut pas d'informations sur le statut socio-économique, mais nous avons le code postal, le 6 chiffres, qui peut nous donner une idée relative de l'emplacement des gens. Bon, ça nous a donné une grande biobanque d'échantillons de plasma pour les fins de recherche COVID-19, je dis bien recherche. Le coût de la biobanque a été minimisé puisque l'infrastructure et le personnel nécessaire étaient déjà en place là où on recueillait les dons de sang. Et les donneurs donnaient un consentement général, ce qui permettait aux chercheurs de les recontacter pour d'autres projets avec, par exemple, un autre questionnaire. Et un sous-ensemble de donateurs avait plus de 2 échantillons et il y en avait plusieurs qui avaient donné beaucoup d'échantillons. Et ça a permis de faire des analyses longitudinales sur la COVID-19. Alors voilà, je pourrais répondre à vos questions. J'ai l'impression que c'est une course à relais et l'encre, le principal de notre équipe, c'est Ray qui va nous aider à conceptualiser un petit peu plus les aspects éthiques de ces questions. Merci beaucoup, Kate. J'aimerais commencer en disant que avec une fausse citation de Humphrey Bogart, et je dis ça au nom de Covernet. Et Tim, je pense que c'est le début d'une belle amitié. On a beaucoup entendu parler du fait d'essayer de développer un système pour apprendre au sujet de la santé publique. J'aimerais vous parler des contrats et les aspects éthiques de pareils projets. Avec la présentation de Tim au sujet des limites d'une approche réactive lorsqu'il se produit une pandémie. Notre réaction a été trop lente et complètement insuffisante. Une urgence sanitaire, une urgence dans le domaine de la santé, ça prend une préparation pour une réponse presque immédiate. Nous avons développé une infrastructure, enfin on l'espère, avec le Covernet Biobank, on espère que ça nous préparera pour des urgences à venir. Nous avons coordonné les labos, les données, le personnel des cliniques pour qu'ils soient prêts à réagir. Et nous avons facilité l'échange de documents et de données. Et ça a nécessité l'approbation des comités d'éthique en recherche. Et les règles ont été modifiées il y a quelques mois pour faciliter ce genre d'initiative. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les centres qui ont répondu par l'affirmative. Et nous avons connu un processus assez douloureux pour le développement de contrats. Comme tous les autres processus douloureux, ça a créé un produit très utile. Covernet a une espèce d'organigramme qui ressemble à celui décrit par Caroline il y a un moment. Il y a plusieurs piliers. 7 des 10 sont axés sur les labos.
La biobanque, la plateforme des données liées à la biobanque et les aspects bioéthiques sont intégrés pour constituer une seule collectivité. Et nous avons un groupe qui se penche sur... bon, il y a un groupe pour la biosécurité et il y a aussi un groupe qui se penche sur le coronavirus dans l'environnement urbain. Bon, il s'agit surtout de chercheurs et de scientifiques qui travaillent en labo plutôt que des médecins. La séance précédente préparait bien le terrain pour ce que j'ai à vous dire, je pense. Ce que nous, on perçoit comme étant, ce qu'on voit comme une biobanque fédérée nationale. Bon, moi, j'ai grandi à Montréal où on parlait d'un Québec indépendant dans un Canada unifié, mais c'est notre modèle. Chaque biobanque dirige ses propres activités, mais partage son information avec tous les autres membres du réseau. Donc, il y a un contrôle local, une autonomie, une indépendance locale, mais la facilitation d'échange de données, de documentation rapide et facile parmi les chercheurs, les parties prenantes, les gens de l'industrie, les autorités réglementaires, toute personne pertinente. Bon, comment est-ce que ça fonctionne? Chaque biobanque individuelle a ses propres données et ses propres échantillons et est gardien de ses propres échantillons. À l'aide d'un système d'interprétation et d'application, un logiciel que David pourrait vous expliquer parce que moi, je ne comprends pas ce genre de système informatique. Mais bon, tout ça est traduit en langue de tous les jours, si bien que cette information, bon, pour que ça ne pose pas de problème, si on utilise plusieurs systèmes de données, les systèmes peuvent se parler entre eux si on veut. Et puis bon, il y a un repositoire central, un dépôt. Donc, il y a la biobanque, il y a une plateforme pour les données. À droite, si vous, en tant que chercheur, vous aimeriez utiliser certains échantillons et les métadonnées qui accompagnent les échantillons, vous pouvez avoir accès au catalogue pour voir la faisabilité de votre demande, voir exactement comment obtenir accès et faire une demande pour utiliser ces données-là afin d'effectuer votre étude. Chaque biobanque doit obtenir sa propre approbation pour la collecte des échantillons et on s'assure que le consentement permette un usage secondaire. Il y a un plan en cours pour déroger à une approbation pour la biobanque. C'est utile, je pense, d'avoir une approbation ou un veto pour contrôler la qualité du processus de consentement. Nous avons un programme de collecte de données et d'échantillons qui a été approuvé par Clinical Trials Ontario, qui s'applique au site en Ontario, et ça permet un usage secondaire chez les enfants et ce qui est tiré comme échantillon, ce qui est tiré des adultes et des enfants. Mais le Tri-Council Policy Statement a été amendé il n'y a pas tellement longtemps pour permettre une analyse ou un examen en éthique pour les études à risque minimal. Mais ça n'inclut pas le côté contractuel, parce que ça, c'est un autre aspect bien important. Donc, en principe, l'approbation ontarienne peut être mise en œuvre à l'échelle nationale. Les règles du Tri-Council Policy font en sorte que chaque usage résiduel nécessite une analyse ou un examen et une approbation de la part du comité d'éthique en recherche locale. Et
Un des aspects les plus forts de notre biobanque, c'est l'entente sur la communication des données universelles et des matières biologiques. Il s'agit d'un système de contrat préétabli, prêt à être utilisé pour recueillir des échantillons et des données. C'est bon pour faciliter la recherche en collaboration multi-institutionnelle, multidisciplinaire. Ça permet un échange rapide de données, de réactifs et d'échantillons. Et ça traite de toutes les problématiques de une protection de la vie privée, qui va détenir les données et sécuriser les échantillons, la propriété intellectuelle, qui a droit d'auteur. Ça a été long à mettre en place et puis on s'est retrouvé au dépourvu, mais finalement, on l'a. Un autre aspect important du système aussi, c'est l'engagement des Autochtones, à la fois au sein de Covernet. Et il y a un pilier spécifique, le numéro 7, qui justement est axé sur ses partenariats avec les communautés autochtones. Et il faut choisir très attentivement les critères des règles d'engagement lorsqu'on veut travailler avec les communautés autochtones. Je pense que ce qui est spécifiquement lié aux donneurs de sang, c'est que, évidemment, il faut que le donneur se présente et ça semble facile d'obtenir le consentement. Et je pense que pour la Société canadienne du sang, ce serait important de demander à leurs donneurs la permission d'utiliser de façon secondaire leurs échantillons de sang pour le bienfait de la santé publique. Les normes élevées facilitent la simplification des choses. C'est plus facile d'avoir une approbation ou une participation des institutions en place. Notre approche réactive, ça prend trop de temps. Il faut se préparer pour la prochaine grande pandémie. Mais la collaboration, ça peut être souple et adaptable. Ça peut s'adapter à divers sujets, des différents types de recherches, d'essais cliniques et ainsi de suite. Et aussi, on a intégré dans tout ça, évidemment, un consentement explicite pour un usage secondaire des échantillons et des données. Merci, Ray. Je suis heureuse que vous ayez mentionné les peuples autochtones. Une de nos études était vraiment intéressante, une des enquêtes financées par le groupe de travail. Dans cette étude-là, on avait un gardien des spécimens qui accompagnait les spécimens de la communauté autochtone et est allé au laboratoire et il était là comme témoin pour voir tout au long du cheminement, ce qui arrivait à ces échantillons-là, la façon qu'ils étaient traités au labo, comment le transport se faisait, et ainsi de suite. Et les échantillons vont être retournés à la communauté. Et ça reflète les principes de l'OCAP, la propriété, contrôle, accès et possession des données et des échantillons, parce qu'il faut réfléchir à ça avec Hemanet à l'avenir. Il faut voir comment on peut s'engager avec les communautés autochtones et comment on peut aplanir les difficultés éthiques. Il y a une telle historique d'exploitation. Il y a un long récit de fardeau de la maladie indue au sein de ces communautés-là. Ils ont souffert. Il y a des occasions à saisir pour faire en sorte que la recherche puisse bénéficier à ces communautés. Et ça semble si facile de simplement commencer à les écouter dans un premier temps. C'est tellement vrai. Oui, il nous reste 10 minutes environ pour une discussion, 9 minutes. Est-ce que quelqu'un aimerait... Ah, il y a des gens qui se présentent au micro, oui. Présentez-vous et posez votre question. Je m'appelle Manasa Koripalli.
assistante en recherche avec l'équipe Hemonet. Depuis quelques mois, j'ai eu beaucoup de discussions similaires avec les divers partenaires Hemonet au sujet de la protection de la vie privée, le consentement, etc. Et cette question est pour Caroline en particulier parce que c'est une des rares discussions où je me dis, là, je reste optimiste que ça va être possible. Alors, puisque Hemonet est analogue et analogique à ce que fait Kernel, ça ressemble quand même. Selon vous, quelle serait la faisabilité de reproduire ça à Hemonet? Mais bon, en gardant en tête que Hemonet cible une population beaucoup plus large et utilise non seulement des échantillons tirés des hôpitaux, mais aussi du service de collecte de sang, et puis une plus grande population et une population plus âgée. J'ai l'impression que Kernel a un système de collecte de données qui n'est pas fédéré, mais plutôt centralisé. Comment est-ce que ça devient possible? C'est ça ma question aussi. Je vais commencer avec la collecte de données d'abord. Nous avons des ententes pour le transfert, la communication des données entre tous nos sites, et puis on a un centre de coordination. Donc, les gens envoient leurs données, il y a un dépôt central, mais les données sont anonymisées. Donc, on ne peut pas retracer pour savoir qu'est-ce qui se rattache à qui. Non, tous les liens sont détruits parce que c'est un projet de sérosurveillance. Mon espoir pour l'avenir, je pense qu'il y a une différence entre ce que Kernel fait et ce que Hemonet veut faire. C'est que Hemonet, et vous voulez garder des échantillons et faire des essais, non seulement pour un pathogène lors d'une pandémie, mais pour d'autres formes de pathogènes aussi, d'autres agents. Et ça, c'est différent. Peut-être que vous pourriez faire ça ailleurs, dans d'autres provinces, mais au Québec, avec le Code civil, et ce serait un prédile plutôt qu'un popcorn. Là, ça serait tordu d'essayer de faire marcher quelque chose là, avec le Code civil. J'avoue que mon seul espoir, c'est qu'on puisse mettre en place un consentement qu'on appelle opt-out, et donc une sorte de dérogation, et on peut espérer que tous les hôpitaux vont faire en sorte que tous ceux qui vont consentir aux soins à leur arrivée à l'hôpital vont consentir à la recherche aussi. Parce qu'en ce moment, si je veux aborder une famille pour un projet de recherche, il faut que je passe par les gens qui font le traitement, et eux présenteraient le projet et diraient aux membres de la famille, êtes-vous d'accord pour être contacté par une équipe de recherche? Mais si quelqu'un entre à l'hôpital, le consentement, c'est pas seulement pour les soins que l'hôpital va prodiguer, mais aussi pour un éventuel projet de recherche. Mais on n'est pas rendu là. Mais je peux vous dire qu'il y a quelqu'un de notre équipe qui essaye de trouver des façons, là, en s'y prenant autrement que selon l'approche traditionnelle ou habituelle. Mais jusqu'à présent, ça a été refusé, l'utilisation de résiduels, même si on leur dit, ils vont être jetés de toute façon, ces sangs-là, ces produits-là. J'ai quelques questions. La première, je comprends pas tout à fait les différences, mais les exigences éthiques pour l'usage secondaire, consentement, tout ça, est-ce qu'il y a une exigence juridique plus générale au sein de toutes les provinces en lien avec les aspects éthiques? Est-ce que ça serait possible d'harmoniser ça s'il y a des divergences? En CB, par exemple, on a pu obtenir une exigence en recherche et développement pour la COVID parce qu'il y avait une ordonnance de la santé publique. Mais c'est plus compliqué pour d'autres fins, je le sais. Est-ce qu'on pourrait parler des aspects juridiques? Pour ce qui est des différences, les diverses façons d'aborder les questions juridiques dans les diverses provinces, il n'y a rien de normalisé, je pense. Le problème, c'est qu'on est une fédération
le pays n'est pas un pays unifié en tant que tel. Bon, chaque province a ses compétences en matière juridique et en matière de santé aussi. Et on me dit que l'intention de la législation est essentiellement la même. C'est libellé différemment. Il y a seulement le Québec qui fait exception. Mais l'interprétation par les agents de protection de la vie privée et les autorités, ça se retrouve presque sur le plan personnel. Donc, une personne ou un avocat ou une autorité ou quelqu'un en position d'autorité dans le service de santé va avoir une interprétation plus large de l'intention du législateur, bon, de ne pas causer de tort à qui que ce soit. Mais aussi, il pourrait dire, ben, si on prive les chercheurs de cet accès à ces produits sanguins pour un usage secondaire, ben, à ce moment-là, on vient miner ou gréver la santé publique, potentiellement. Donc, il faudrait avoir une interprétation raisonnable de la législation. Mais si on prend les diverses interprétations de la législation telle qu'elle est libellée dans d'autres provinces, ça peut varier complètement dans l'interprétation. Et c'est difficile quand il n'y a pas une entente normalisée au fédéral qui a été négociée avec les provinces pour permettre l'utilisation secondaire. C'est exactement ce que ça nous prend. Ça me rappelle ma présentation sur les greffes et puis le don d'organes dans les juridictions où ça allait bien. Les comités d'éthique en recherche de diverses sous-juridictions discutaient entre eux et embauchaient des experts dans le domaine pour qu'ils travaillent ensemble et se donner une façon plus uniforme dans leur interprétation des lois. C'est différent avec le Code civil au Québec, sans doute, mais quand les comités d'éthique en recherche se parlent entre eux pour créer une espèce de organisme gestionnaire, ça permettrait peut-être de déterminer quels sont les éléments qui sont vraiment importants et qui bloquent, qui font obstacle dans les diverses provinces. Bon, on a fait ça en 1988, mais on dirait qu'on est obligé de recommencer le processus, réunir tout le monde autour de la table pour parler des obstacles dans chaque province, comment on peut arriver à un consensus pour faire avancer le dossier. C'est simplement une question de... Bon, les règles éthiques sont nationales, elles sont les mêmes partout, et les CER jouent selon ces règles-là dans la dimension juridique. Donc, on parle du droit. La loi pertinente, c'est soit une loi dans le domaine de la santé, ou c'est une loi qui vise les soins cliniques, ou c'est des lois sur la protection de la vie privée. Mais c'est seulement indirectement en lien avec la recherche. Et c'est le problème que connaît Deborah, je pense. C'est que tout le monde a beaucoup de latitude pour interpréter de toutes sortes de façons ces règles-là. Il y a quelques semaines, j'ai été assez chanceux. J'ai pu participer à une discussion avec des spécialistes de la protection de la vie privée au sujet d'une nouvelle loi sur la protection de la vie privée au Québec. Et on appréciait beaucoup la valeur de l'utilisation des données dans cette discussion-là. Donc, le problème, c'est que les avocats ont une aversion pour le risque. Et dans cette période de tranquillité avant la prochaine pandémie, c'est le moment opportun de réunir ces gens-là pour qu'ils puissent expliciter ces choses-là. Okay, so I think Caroline mentioned that it's sometimes difficult to claim. Je pense que Caroline a mentionné qu'il est difficile parfois de se réclamer du parapluie de la santé publique pour financer sa recherche. Il y a donc tout un ensemble d'activités qui sont en conflit. Quand est-ce qu'on peut faire pour encourager tout le monde de voir ça comme étant un continuum plutôt qu'un conflit dans lequel il faut embarquer? Il y a un thème qui se tisse ici
à savoir la surveillance versus la recherche. En fait, nous avons des projets qui sont axés sur les pathogènes émergents. Il ne s'agit pas de la recherche, il s'agit d'une activité de qualité, mais une fois qu'on change de canal et qu'on s'axe vers la recherche, on parle à notre comité d'éthique de la recherche et à nos avocats. Et il faut tracer une ligne très fine entre les deux. C'est un défi, tout un défi. En fait, les principes qu'on voudrait protéger avec les deux systèmes sont les mêmes. On veut respecter les droits des gens. On veut aussi faire avancer la recherche sur la santé publique. Par exemple, au Québec, l'ancienne plaque Merticule disait auparavant, il faut se parler. Oui, il faut se parler parce que le public en a besoin. Il faut trouver une résolution. Je voudrais remercier notre panel vraiment hors pair aujourd'hui. Merci, Devin Caroline, et merci à vous deux dans la salle. Merci à notre auditoire. Et maintenant, on fait la pause et on revient à 16 heures pile. Merci.